Funérailles bouleversantes de Pelé. In only his second day in office, the new Brazilian president came to pay his respects to the man who'd given so much to his country. Pelé's last fixture was a private family funeral at the world's tallest vertical cemetery. Un joueur qui s'effondre sur le terrain. Voici les moments les plus déchirants de l'histoire du football. Et on commence par l'histoire la plus choquante du football colombien. Numéro 20. Andrés Escobar. Vous voyez ici l'action qui a éliminé la Colombie de la Coupe du Monde 1994. Ce qui semblait être une simple erreur fut en réalité le dernier ballon touché par Andrés Escobar avant de perdre la vie dans les rues de Medellín. Après une défaite contre la Roumanie en match d'ouverture, Escobar mène ses coéquipiers sur le terrain face aux États-Unis, le pays organisateur, avec l'espoir de relancer leur tournoi. Mais le drame arrive lorsque John Arquez centre dans la surface colombienne. Escobar tend la jambe pour intercepter, mais le ballon rebondit dans ses propres filets. Et la situation empire en seconde mi-temps, avec un deuxième but américain signé Ernie Stewart. Malgré tous leurs efforts, la Colombie s'incline 2-1. Après 2 défaites, les Colombiens jouent leur dernier match de poule en espérant un miracle. Ils battent la Suisse 2-0, mais c'est déjà trop tard, ils sont éliminés. Après le match, Escobar déclare aux journalistes « La vie ne s'arrête pas là », une phrase qui résonne tristement comme une prémonition. Dévastés, les supporters colombiens cherchent un coupable, et beaucoup pointent Escobar du doigt, l'homme de l'autogol. La plupart se contentent d'injures, mais un petit groupe va bien loin. Au lieu de rejoindre son frère à Miami, Escobar décide de rentrer en Colombie. À sa sœur, il confie « Je veux rentrer et montrer mon visage ». 5 jours après l'élimination, il sort en boîte avec des amis à Medellín. Après la soirée, il les attend dans la voiture, quand 2 hommes s'approchent et tirent 6 balles à bout portant. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est déclaré mort 45 minutes plus tard. 120 000 personnes assistent à ses funérailles, tous sous le choc d'un destin brisé, juste au moment où sa vie commençait vraiment. Et c'est exactement ce qu'on pourrait dire pour Emiliano Sala, un transfert plein de promesses qui finira lui aussi en tragédie. Numéro 19, Emiliano Sala. Après avoir signé un transfert très attendu de Nantes à Cardiff en 2019, Emiliano Sala était sur le point de réaliser le rêve de milliers de jeunes footballeurs. Il monte dans l'avion qui doit l'emmener vers ce nouveau départ. Mais il y a un problème. Son pilote, David Ibbotson, n'est pas rassuré par l'état de l'appareil. Juste avant le décollage, il s'enregistre en train de se plaindre et envoie même un message vocal à un ami pour lui faire part de ses inquiétudes. David Ibbotson raised concerns about the plane. I picked a footballer up from Cardiff. He's just been bought from Nantes. I think it's about £20 million worth or something. They've entrusted me to pick him up in a Dodge Mirage. Normally have a life jacket in between your seats, but tomorrow we're wearing the life jacket, that's for sure. This aircraft, I think it's got to go back in the hangar. Might be your last chance to have a good old chat with me in a good old boat tomorrow. Normally have a life jacket. Mais Sala aussi s'inquiète. Il envoie un message vocal à sa famille pour dire qu'il ne se sent pas en sécurité. Hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazos. 1 hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papa, qué miedo que tengo. Peu après l'envoi de ce message, l'avion disparaît. La nouvelle fait l'effet d'un choc dans le monde entier. Les secours fouillent des milliers de kilomètres en mer, espérant un miracle, retrouver Sala et Ibbotson vivants. Des stars du foot comme Mbappé, Gundogan, Koscielny ou encore Payet donnent plus de 500 000 $ pour financer les recherches. Mais après 2 semaines de recherche intensive, l'impensable devient réalité.
the depths of the English Channel, the plane's final resting place. For the first time, we can show you moving pictures of the wreckage in a tragedy that touched a number of lives. L'épave est retrouvée à 67 mètres de profondeur avec le corps sans vie de Salah encore attaché à son siège. Le corps de son pilote, lui, ne sera jamais retrouvé. Famille, supporters, tout le monde du football est en deuil. Ce drame a rappelé à tous que les footballeurs, eux aussi, ne sont pas à l'abri des tragédies de la vie. Et cela nous ramène à un autre moment glaçant, la disparition mystérieuse de Christian Atsu après un tremblement de terre en Turquie. Christian Atsu. Après avoir marqué un but décisif dans les dernières secondes pour son club Hatayspor, l'ancien joueur de Chelsea, Newcastle et Everton, Christian Atsu, est porté disparu suite à un tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie. La nouvelle provoque une onde de choc parmi les fans et les médias. Atsu had been missing since the earthquake devastated southern Turkey on the 6th of February. His family had gathered near his home in Antakya, but after 2 weeks of searching, their hope ran out. Tout le monde prie pour qu'il soit retrouvé sain et sauf. Après 24 heures d'attente insoutenable, Hatayspor annonce qu'Atsu a été retrouvé vivant. Il aurait survécu à une chute du 9e étage d'un immeuble de 11 étages pendant le séisme. Son agent, Nana Cheré, apprend qu'Atsu est à l'hôpital et dans un état stable. Mais il ne parvient pas à le joindre. Le lendemain, retournement de situation. Hatayspor annonce qu'en réalité, Atsu est toujours porté disparu et que les recherches continuent. 9 jours plus tard, la nouvelle tant redoutée tombe. Tributes are being paid to former English Premier League player Christian Atsu after his body was recovered from the rubble in southern Turkey nearly 2 weeks after earthquakes struck the region. Son agent publie ce message bouleversant. C'est avec le cœur lourd que je dois annoncer que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci à tous pour vos prières et votre soutien. Il ajoute « Je vous demande de respecter l'intimité de la famille pendant cette période extrêmement douloureuse. » Le monde du football est en deuil. Les hommages affluent pour ce joueur généreux, passionné, qui a tant donné au football. Son corps est rapatrié au Ghana, où il reçoit un dernier adieu plein d'émotion et de respect. Newcastle will hold a minute's silence before the game following the death of their former winger Christian Atsu in the devastating earthquakes in Turkey and Syria. Very difficult day. To wake up to that news was devastating for me, everyone associated with Newcastle, everyone who knew Christian. As you say, it puts everything into perspective. We're devastated for him and his family. Mais il ne faut pas oublier les 45 000 personnes qui ont perdu la vie et les millions d'autres qui ont tout perdu à cause de cette catastrophe. Je leur souhaite force, guérison et espoir, tout comme je le souhaite à Cristiano Ronaldo et à sa famille. Numéro 17. Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo publie l'un des messages les plus déchirants de sa vie. C'est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon nous a quittés. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de traverser ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours. Ce message confirme que Ronaldo et sa compagne Georgina ont perdu l'un de leurs jumeaux à la naissance. This is with me. It's something that I want to hold for the rest of my life. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Le monde entier du football leur adresse alors un immense élan d'amour, de soutien et de condoléances dans cette épreuve terrible. Le lendemain, Manchester United affronte Liverpool à Anfield. À la 7e minute du match, tout le stade se lève pour applaudir Ronaldo, resté chez lui en deuil. It's a great moment where Anfield rises in support of Cristiano Ronaldo. This fan-led minute's applause. Certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together. Everybody in football knows what's really important. And that is what has happened to Cristiano Ronaldo. And that's a wonderful moment of support for our number 7 with a minute's applause. Quand on connaît la rivalité historique entre Liverpool et Manchester United, ce geste est encore plus fort. Les mots « You will never walk alone » résonnent dans le stade. Et rappellent que malgré les rivalités, le football reste ce lien unique qui nous unit tous. Et justement, cela me fait penser à un autre moment bouleversant. La disparition d'un jeune fan de football qui a fait pleurer le monde entier.
Very sad news. You'll all remember Bradley Lowery, who was the Sunderland fan, who was a mascot for Sunderland quite a few times last season. We know that he was best friends with Jermaine Defoe. We saw Jermaine Defoe break down in his news conference at Bournemouth yesterday because Bradley's condition was deteriorating. He suffered from neuroblastoma. Give him 2 minutes, yeah. But it's difficult, and I suppose it puts stuff into perspective. I mean, there's not a day that goes past where, where I don't wake up in the morning and sort of like check my phone or think about little Bradley, because his love's genuine and I can see it in his eyes when he looks at me. So it's just it's special. So yeah. Écouter cela brise le cœur. Mais cela nous rappelle aussi qu'il faut créer de beaux souvenirs avec nos proches, donc ils sont là. Parce qu'en une seconde, tout peut basculer. C'est exactement ce qu'a vécu l'épouse de Christian Eriksen quand elle a vu son mari s'effondrer sur le terrain. Numéro 15. Le 15 juin 2021, 13 000 supporters danois et finlandais se retrouvent pour assister au Danemark-Finlande à l'Euro 2020. Mais à la 41e minute, le drame se produit. Christian Eriksen s'effondre soudainement sur le terrain. Victime d'un arrêt cardiaque. Le stade, autrefois bruyant, tombe dans un silence glacial. Les fans retiennent leur souffle, prient pour qu'il s'en sorte. Le capitaine Simon Kjær agit immédiatement. Il retire la langue d'Eriksen pour l'empêcher de s'étouffer. Avec d'autres joueurs, il forme un cercle autour de lui pour le protéger des caméras, pendant que les médecins tentent de le ramener à la vie. En parallèle, Kjær rejoint l'épouse d'Eriksen et la réconforte. 15 minutes plus tard, Eriksen est transporté d'urgence à l'hôpital. Le monde entier retient son souffle, jusqu'à l'annonce tant attendue, il est en vie. Des milliers de fans se rendent à l'hôpital déposant des fleurs. Ils envoient des messages et des prières. Et c'est bien normal pour un homme qui a été déclaré mort pendant 5 minutes. Rigshospitalet, der kom de også op flere gange og sagde, at der kom flere blomster, og der kom flere blomster. Det er jo lidt underligt, fordi det var ikke fordi, jeg ligesom ønskede, at folk skulle sende blomster, fordi jeg ligesom var død i 5 minutter. Så det var sådan lidt, det var specielt, det var meget specielt. Men igen, det var sødt, at folk ville, og det igen, altså det har kun hjulpet, at der er kommet så mange best wishes. Heureusement, il est revenu sur les terrains. Aujourd'hui, il joue à Manchester United et continue de faire vibrer ceux qui ne l'ont jamais abandonné. Mais en parlant de cœur brisé, le jeune Abdelhak-Nouri a connu un sort encore plus cruel. Lors d'un match amical de pré-saison entre l'Ajax et le Werder Bremen, le jeune Abdelhak-Nouri, 20 ans, s'effondre brutalement sur le terrain après un arrêt cardiaque. Les secours interviennent en urgence pour le réanimer, avant qu'il ne soit héliporté à l'hôpital. 5 jours plus tard, l'Ajax annonce une terrible nouvelle. Nouri a subi des lésions cérébrales irréversibles et ne pourra probablement plus jamais jouer au football. La nouvelle bouleverse tous ses fans. Dans les tribunes, des applaudissements retentissent devant son frère, en son honneur. D'autres supporters se rendent même au domicile de la famille Nouri pour leur témoigner amour et respect. C'est d'autant plus triste que Nouri avait un avenir brillant devant lui. Il avait rejoint l'Ajax à l'âge de 7 ans, en étant devenu le capitaine en formation. Et dès ses débuts en pro, il avait montré au monde pourquoi l'Ajax croyait tant en lui. En février 2022, l'Ajax annonce un record avec la famille. 7,85 millions d'euros d'indemnisation. La prise en charge de tous les frais médicaux et surtout la retraite définitive du maillot numéro 34. Mais malgré tout cela, sa famille ne retrouvera probablement jamais le Nouri d'avant. Une douleur déchirante, similaire à celle qu'a connue la famille Morsini. Numéro 13. Le 14 avril 2012, lors d'un match entre Pescara et Livourne, Pierre-Mario Morsini s'effondre soudainement à la 31e minute. Il tente de se relever, mais perd connaissance et s'écroule au sol. Les secours se précipitent sur le terrain et utilisent un défibrillateur pour tenter de le réanimer. Tout le stade est sous le choc. Joueurs, entraîneurs, supporters, tout le monde pleure, tremble et prie. Morsini est transporté en ambulance et l'espoir renaît. Mais à seulement quelques minutes de l'hôpital Santo Spirito, le cœur de Morsini lâche. Il meurt en chemin.
Quand ses coéquipiers apprennent la nouvelle, c'est un déferlement de cris, de larmes et d'incompréhension. La nouvelle fait le tour du pays, le monde du football italien plonge dans le deuil. Tous les matchs du week-end sont annulés et des hommages bouleversants pleuvent à travers l'Italie. An Italian soccer player died earlier today on the pitch. Livorno midfielder Pier Mario Morosini suffering cardiac arrest and collapsing during a Serie B match. Result, all Italian matches this weekend were called off. Lors de ses funérailles, des milliers de fans se rassemblent dans les rues de Bergame. Ils applaudissent, certains touchent son cercueil au passage pour dire adieu à un joueur aimé et parti trop tôt. Il ne restait à Morosini qu'un seul membre de sa famille, sa sœur handicapée. Elle a non seulement perdu son frère, mais aussi son seul espoir de soutien. Je n'ose imaginer cette douleur. Une douleur semblable à celle qu'a vécue Sereidi lorsqu'il a perdu son père. Numéro 12. Alors que retentit l'hymne national de la Côte d'Ivoire lors d'un match de Coupe du Monde contre la Colombie, Sereidi fond en larmes. Ses coéquipiers tentent de le consoler, mais Di laisse libre cours à son chagrin. Après le match, il confie que ses larmes étaient pour son père, décédé 10 ans plus tôt. En voyant ses larmes couler sur ses joues, on ne peut s'empêcher de se demander combien de temps avait-il gardé cette douleur en lui. Mais pour Darek Formella, la douleur est arrivée juste avant de jouer. 3 heures avant un match de USL avec le Sacramento Republic, il apprend que son père vient de perdre sa longue bataille contre le cancer. Il ne dit rien à son club, ni à ses coéquipiers. En seconde période, alors que le score est de 1 but partout contre Adio Grande Valley FC, Formella entre en jeu. À la 81e minute, il marque le but de la victoire et sa célébration brise le cœur. Ce but, c'était pour toi, papa, rien que pour toi. Mais ce qui est arrivé à Marc-Vivien Foé a plongé tout un pays dans l'ombre. Numéro 11. Marc-Vivien Foé. Le 26 juin 2003, le Cameroun affronte la Colombie en Coupe des Confédérations. Il reste quelques minutes à jouer et les Lions indomptables mènent 1-0. Quand soudain, Marc-Vivien Foé s'écroule sur le terrain. Au départ, on pense à une simple blessure, mais quand il ne bouge toujours pas après quelques secondes, tout le monde comprend que c'est grave. Les médecins accourent, mais son visage est figé, terrifiant. Lorsqu'on l'évacue sur une civière, sa main pend dans le vide sans aucune réaction. Quelques minutes plus tard, la terrible nouvelle tombe. Marc-Vivien Foé est décédé. La planète football est sous le choc. Foé possédait la double nationalité camerounaise et française, et avait de nombreux amis chez les Bleus. Lors du match suivant de la France, les larmes coulent, impossible à retenir. On pense bien sûr à Marco maintenant, parce que c'était pas évident pour... Les hommages pleuvent, tous parlant de sa bonne humeur, de son sourire et de sa joie de vivre. Le Cameroun vient de perdre l'une de ses étoiles les plus brillantes. Son club, Manchester City, décide de retirer le maillot numéro 23 et crée un jardin en sa mémoire à Main Road, leur ancien stade. Le gouvernement camerounais lui offre des funérailles nationales, un adieu à la hauteur de l'amour que le monde entier lui portait. Et en parlant de deuil collectif, beaucoup de jeunes fans de Manchester United ignorent qu'en 1958, le club a vécu la pire tragédie de son histoire. Numéro 10. Après avoir battu l'Étoile Rouge de Belgrade et s'être qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, l'équipe de Manchester United et son staff embarquent dans un avion qui fait escale à Munich pour faire le plein. Mais au moment de repartir, les pilotes abandonnent 2 fois le décollage à cause d'un problème sur le moteur gauche. Les passagers retournent dans le salon de l'aéroport. Entre-temps, la neige commence à tomber fortement. Et il semble de plus en plus improbable qu'ils rentrent en Angleterre ce soir-là. Mais pour ne pas prendre de retard, le capitaine décide de retenter un 3e décollage. Uniform, I'm ready to taxi, over. Beeline 609, your clearance void, you thought the airborne by... Understand, valid till 04. Alors que l'avion prend de la vitesse, une perte soudaine de puissance empêche le décollage. L'appareil glisse hors de la piste et s'écrase violemment. Full power again. The pilots know what they're doing. Something goes wrong. Christ, we're not going to make it! En voyant les flammes gagner le cockpit, le pilote ordonne immédiatement l'évacuation.
Le gardien Harry Gregg reprend connaissance, sent le soleil sur son visage, repère un trou et l'élargit pour s'échapper. Il sauve également 2 coéquipiers restés coincés dans leur siège, Bobby Charlton et Denis Violet. Sur les 44 personnes à bord, 23 perdent la vie. Le crash bouleverse le monde entier et laisse Manchester United dévasté. Ce drame anéantit l'ossature de l'équipe surnommée les Busby Babes. Il faudra plus de 10 ans au club pour se relever, mais Sir Matt Busby reconstruira une équipe et remportera la Coupe d'Europe en 1968. Un trophée dédié à ceux qui ont péri cet après-midi glacial à Munich. Mais du côté des supporters de Bradford City, la fête s'est aussi terminée en tragédie. Numéro 9. Le dernier jour de la saison 1985 de 3ème division, les supporters de Bradford City sont en liesse. Leur équipe reçoit le trophée de champion. Mais juste avant le coup d'envoi, un consultant télé aperçoit un petit feu dans la tribune principale. Moins de 4 minutes plus tard, attisé par le vent, l'incendie ravage toute la tribune. C'est la panique. Certains supporters fuient sur la pelouse, d'autres restent bloqués sur leur siège ou tentent de briser les issues de secours. Malgré tous les efforts, 56 personnes perdent la vie. Plus de 265 ont été tués. Cette tragédie semblait inévitable. Le stade de Bradford était vétuste. Toit en bois, tribune en bois, une structure ancienne et dangereuse. Des alertes avaient été lancées depuis des années sur la nécessité de moderniser, mais les mesures sont arrivées bien trop tard. Ce drame marque un tournant. De nouvelles normes de sécurité sont instaurées dans tous les stades britanniques. Les tribunes en bois sont interdites. C'est le début de la grande modernisation des enceintes sportives au Royaume-Uni. Mais pour les familles des victimes, la douleur ne disparaîtra jamais. Tout comme pour les fans de Liverpool qui n'oublieront jamais le 15 avril 1989. Numéro 8. Avant la demi-finale tant attendue de la FA Cup 1989 entre Liverpool et Nottingham Forest, des milliers de supporters de Liverpool se rendent au stade Hillsborough à Sheffield pour soutenir leur équipe. Mais étant l'équipe visiteuse, Liverpool se voit attribuer une petite portion du stade. Comme de nombreux fans arrivent très tôt, ils décident de patienter à l'extérieur du stade. À l'approche du coup d'envoi, des milliers de supporters se massent soudainement devant l'unique entrée qui leur est réservée. Une foule immense s'accumule à l'extérieur. On peut entendre leurs chants depuis les tribunes, alors que les joueurs entrent sur la pelouse. Un policier, inquiet de la situation, demande par radio que le match soit retardé de 20 minutes. Mais cette demande est refusée. Face à la pression croissante, la police ouvre 2 autres portes pour faciliter l'entrée. Et cette décision aura des conséquences tragiques. Des milliers de personnes affluent en masse. La pression devient insoutenable à l'avant des tribunes. Les supporters sont écrasés entre les grillages et la foule qui pousse derrière eux. Un officier de police se précipite sur le terrain pour avertir l'arbitre, qui arrête immédiatement le match. À ce moment-là, des gens tentent de grimper les barrières pour échapper à l'écrasement. Certains réussissent à se faufiler, mais d'autres meurent debout, étouffés, alors qu'ils étaient venus simplement encourager leur équipe. 97 personnes perdent la vie ce jour-là. 766 autres sont blessés. C'est la pire catastrophe de l'histoire du sport britannique. Les hommages arrivent du monde entier. De la reine, du pape Jean-Paul II, du président américain George Bush père, et bien sûr de toute la planète football. Un monument circulaire est érigé avec les noms des victimes. Chaque année, les fans s'y rassemblent pour leur rendre hommage. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule tragédie de cette ampleur qu'a connue le football. Numéro 7. Pour tenter de calmer l'émeute, la police riposte en lançant des gaz lacrymogènes dans les tribunes et en tirant en l'air pour dissuader les supporters de descendre sur la pelouse. Mais ces actions provoquent une panique générale. Les spectateurs, terrifiés à l'idée d'être gazés, se précipitent vers les sorties. Malheureusement, les sorties du stade sont constituées de longs escaliers étroits, terminés par des grilles en acier. La foule affolée pousse dans les escaliers. Ceux à l'avant sont écrasés contre les grilles métalliques, incapables d'avancer ou de respirer. La pression devient si intense que les grilles finissent par céder. Le chaos est total. Beaucoup meurent piégés dans la bousculade. En réaction, une partie de la foule se révolte. Des émeutes éclatent, des biens sont détruits et les affrontements avec la police s'intensifient.
Pour tenter de rétablir l'ordre, le gouvernement péruvien déclare l'état d'urgence et impose la loi martiale. Au final, plus de 328 personnes perdent la vie. 1000 autres sont blessés. Une tragédie inimaginable. Que toutes ces âmes reposent en paix. Numéro 6. Pour des millions de fans à travers le monde, et surtout en Argentine, Diego Maradona n'était pas juste un footballeur, c'était un roi venu vivre parmi les hommes. Son talent phénoménal n'avait d'égal que sa passion pour la vie. Alors, quand il est mort, une nation entière s'est effondrée. Mais s'il y avait bien une chose que Maradona aimait plus que tout, c'était sa fille. Depuis son enfance, ils jouaient ensemble, regardaient les matchs côte à côte, surtout ceux de son club de cœur Boca Juniors. Alors quand un joueur de Boca lui a dédié un but après la mort de son père, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Et pendant que tout le stade se levait pour applaudir une légende du football, les supporters des Girondins de Bordeaux, eux, vivaient le pire cauchemar de leur histoire. Depuis sa création en 1920, le FC Bordeaux s'est imposé comme l'un des plus grands clubs de l'histoire du football français. Difficile de dire le contraire quand on sait qu'ils ont remporté 6 titres de champion de France, le dernier en 2009. Leur centre de formation est également célèbre pour avoir formé des talents exceptionnels comme Zinedine Zidane ou encore Jules Koundé, aujourd'hui au Barça. Mais les ennuis ont commencé lorsque le club a annoncé une baisse de revenus liée à la pandémie de Covid-19. Ils ont aussi perdu leur contrat de diffusion après la faillite de Mediapro. Et pour couronner le tout, leurs propriétaires américains, King Street, ont arrêté de financer le club, ce qui a mené à une mise sous administration. Y'all take it easy. I'm out. Let me tell you something, you f***ing American, get the out my club and go back to f***ing America. À la fin de la saison 2021-2022, Bordeaux est relégué en Ligue 2 à cause de ses problèmes financiers. Quelques mois plus tard, le club est à nouveau relégué en National, la 3e division, avant de faire appel et d'être finalement réintégré en Ligue 2. Un espoir est né quand le Fenway Group, propriétaire de Liverpool, a proposé de racheter le club, mais l'échec du deal a marqué le début de la fin. À la fin de la saison 2023-2024, Bordeaux est une nouvelle fois relégué en 3e division pour raisons financières. Cette fois, le club décide de ne pas faire appel. Et puis, la pire nouvelle tombe. Le club informe officiellement la fédération qu'il renonce à son statut professionnel. Tous les contrats des joueurs sont rompus et le centre d'entraînement est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est dur, on n'imagine pas ce que traversent les joueurs privés de leur gagne-pain. Mais c'est encore plus cruel pour les supporters qui ont vécu pour ce club et se réveillent un matin sans rien. C'est exactement ce qu'ont ressenti les fans de Chapecoense, quand leur club s'est effondré dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire du football. That devastating plane crash with the Brazilian soccer team on board. This young fan is mourning this morning. Numéro 4. L'année 2016 devait être celle des rêves pour les supporters de Chapecoense. Leur équipe venait de se qualifier pour la finale de la Copa Sudamericana, une première historique. L'euphorie est totale. L'espoir de soulever un trophée continental fait vibrer toute une ville. Le club affrète un avion pour se rendre à Medellín, en Colombie. Ironie tragique, c'est le même avion que l'équipe d'Argentine avait utilisé quelques jours plus tôt pour un match de qualification à la Coupe du Monde. Mais alors que les fans attendaient impatiemment de voir leur équipe jouer la finale, une nouvelle insupportable tombe. L'avion s'est écrasé. The deadly plane crash, the images of that team celebrating along the way on their journey. But then the flight overnight crashing, nearly everyone on board was... The flight was carrying a Brazilian soccer team to a finals match, crashing on a hillside in Colombia. And we have just learned here what happened right before that crash. Presque toute l'équipe, le staff, les journalistes sont morts, seuls quelques survivants. Le monde du football est sous le choc. C'est l'une des pires tragédies de l'histoire du sport. Eu não quis sair dali. Aí eu vi o Foma, olhar pra ele, ele insistiu pra eu sentar com ele. Les hommages pleuvent de partout. Joueurs, entraîneurs, supporters, présidents, gouvernements, une immense peine partagée unit la planète.
Des milliers de personnes se rassemblent dans le stade pour une cérémonie en l'honneur des victimes. The fans at Wednesday's memorial were joined by Chapecoense's remaining players who didn't fly that day. Les cercueils défilent, les larmes sont incontrôlables. Ce cauchemar est bien réel. Mais cette tragédie a révélé la puissance solidaire du football. Le club colombien Atlético Nacional, leur adversaire, demande officiellement que Chapecoense soit sacré champion de la Sudamericana. Des dons affluent du monde entier. Des joueurs proposent de rejoindre le club gratuitement pour l'aider à se reconstruire. Des matchs amicaux sont organisés contre de grandes équipes comme le FC Barcelone pour collecter des fonds. La fédération brésilienne leur propose même l'immunité contre la relégation, mais le club refuse. Ils veulent se battre, prouver qu'ils peuvent rivaliser au plus haut niveau. Mais malgré tous les efforts, les blessures sont profondes. Le club finit par être relégué en 2e division et la douleur ressurgit. Le souvenir d'une génération dorée brisée en plein vol. Et cette histoire me rappelle une autre épreuve déchirante, celle que le club de Leicester City a dû affronter en 2018. Numéro 3. Après un match entre Leicester City et West Ham United, le propriétaire du club, Vichai Srivadhanaprabha, monte à bord de son hélicoptère avec sa compagne pour rejoindre l'aéroport. Mais quelques instants après le décollage, depuis l'intérieur du stade, une pièce essentielle de la queue de l'appareil casse. L'hélicoptère devient incontrôlable, entre en vrille et s'écrase à 200 mètres du stade. Personne à bord ne survit. The BBC has been told the owner of Leicester City Football Club was on board the helicopter that crashed and burst into flames just minutes after taking off from the King Power Stadium last night. La nouvelle secoue la planète entière. L'homme qui avait redonné espoir et gloire à Leicester City n'est plus là. Des milliers de fans se réunissent devant le stade, en larmes, rendant hommage à un homme qu'ils aimaient profondément. Just terrible because they're such nice people, really genuine, humble people that care for the community and for the club and the people. It's just terrible. Just thoughts of everybody on board, you know, the pilots, the family, everybody. It's just the thoughts for them and their families, really, first thing. Pour les joueurs, Vichai était plus qu'un président. C'était un père, un soutien constant, un homme généreux et aimant. Alors, quand vient le temps de lui dire adieu, toute l'équipe traverse la moitié du globe pour se rendre en Thaïlande, son pays natal, et assister à ses funérailles. De retour en Angleterre, les Foxes disputent leur premier match depuis sa disparition. Demarai Gray marque un but et tout le stade explose en larmes. And how much does this goal mean to Demarai Gray and Leicester City Football Club? Ce but, c'était pour toi, Vichai. Le 16 juillet 2016 restera à jamais gravé dans la mémoire de Cristiano Ronaldo. Après un parcours acharné, le Portugal atteint la finale de l'Euro 2016. Ronaldo mène ses coéquipiers sur la pelouse avec l'espoir d'offrir à son pays son premier titre majeur. Mais à la moitié de la première mi-temps, une blessure terrible l'oblige à sortir. Ronaldo est inconsolable. En larmes, allongé sur la pelouse, il voit ses rêves s'écrouler. Mais même blessé, il reste sur le bord du terrain, donnant des consignes, encourageant ses coéquipiers comme un entraîneur adjoint. Quand le Portugal prend l'avantage, 1-0, il est tendu, crispé. Puis enfin, le coup de sifflet final retentit. Cristiano Ronaldo laisse exploser sa joie, il l'a fait. Il a brisé la malédiction et offert au Portugal son tout premier trophée. Mais 6 ans plus tard, Lionel Messi allait accomplir un exploit qui, pour beaucoup, a tranché le débat du plus grand joueur de tous les temps. Numéro 1. Malgré tout ce qu'il avait accompli avec le FC Barcelone, il y avait toujours un poids qui semblait retenir Lionel Messi quand il jouait pour l'Argentine. Il perd la finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Allemagne, puis 2 finales consécutives de Copa América en 2015 et 2016 face au Chili. La pression devient insoutenable, les supporters argentins se retournent même contre lui, et Messi décide de prendre sa retraite internationale. Mais il revient sur sa décision et fait son retour en sélection. Et en 2021, il mène enfin l'Argentine à la victoire en Copa América au Maracana contre le Brésil. Finally comes to an end. Tears as well, not just on the pitch.
pourtant, il le sait, il lui manque encore le trophée, la Coupe du Monde. Et à 35 ans, le Mondial 2022 au Qatar représente sa dernière chance de gloire. Mais l'Argentine commence très mal. Défaite choc contre l'Arabie Saoudite. Messi promet alors aux supporters, on ne vous laissera pas tomber. Et quelle promesse, l'équipe se relance, élimine les Pays-Bas, puis la Croatie. Direction la grande finale contre la France, tenant du titre. Avant le coup d'envoi, Messi lève les yeux au ciel. Mamie, aujourd'hui c'est peut-être le jour. L'Argentine mène rapidement 2-0. Mais Mbappé sonne la révolte, 2 buts partout, prolongation. Messi marque à nouveau, mais encore une fois, Mbappé égalise. Dans les dernières secondes du match, un tir français semble sceller le destin. Mais Emiliano Martinez sort l'arrêt de sa vie, un sauvetage légendaire. Puis vient la séance de tir au but, et quand le dernier tir entre, Messi tombe à genoux, en larmes. Ses coéquipiers le submergent, l'Argentine est championne du monde. Et tout ça grâce à un homme, Lionel Messi, le héros d'un peuple, le roi du football. Gagner la Coupe du Monde a peut-être clos le débat du GOAT pour certains. Mais essayez de dire ça devant Cristiano Ronaldo et vous risquerez d'avoir une réaction comme celle-ci. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les 30 moments les plus fous du football.